Bonjour à tous. Merci de vous être levés ce matin pour la matinale du forum. C'est un format un peu nouveau et les expériences des jours précédents nous ont montré que c'est un moment de partage beaucoup plus privilégié avec les gens. Et ce matin, on a la chance d'accueillir avec Israël Nizan et moi-même Jean-François Delfrécy, président du comité consultatif national d'éthique, et avec qui je suis certain on a beaucoup de choses à entendre et à dire, puisque assez récemment les États généraux ont donné lieu à certaines recommandations, et ces recommandations, on le sait, vont être importantes pour le législateur, et ces recommandations, elles viennent de vous, elles viennent de nous, elles viennent du public, elles viennent des Français, du citoyen, et donc c'est un élément qui sera peut-être intéressant de discuter. Alors oui, je m'associe à Aurélien pour dire qu'on est très très content, Jean-François, que tu sois là. Et je voudrais tout d'abord dire que tu as pris la présidence du CCNE. D'ailleurs, toutes nos félicitations, tu viens d'être renouvelé dans tes fonctions, à un moment où c'était fort utile que quelqu'un de courageux s'y colle, si j'ose dire, parce que ce moment du renouvellement de la loi, que je trouve un moment très important, et effectivement cette espèce de mue de la France sur le plan de ses valeurs vient souligner le fait que les idées aujourd'hui dans notre pays avancent aussi vite, si ce n'est plus vite, que les techniques. Et ça, c'est quand même tout à fait particulier. Je me souviens d'une discussion au moment où il s'agissait de ne plus renouveler la loi de bioéthique, tu te souviens ? Il y avait des gens qui disaient, et en particulier Axel Kahn, Jean-François Mattei, que j'aime beaucoup par ailleurs, mais disaient « Les valeurs de la France changent-elles tellement qu'il faille remettre sur le tapis la loi bioéthique tous les 5 ans ?» Et ils étaient favorables à ce qu'on ne la revoie plus. Et je crois que ça aurait été une vraie erreur, parce que ce bouillonnement culturel, médiatique qui a lieu et qui vient surligner le fait qu'il y a une espèce de date butoir, fait qu'on s'oblige tous à réfléchir et à refaire le point sur des lois qui peuvent apparaître surannées ou qui nécessitent une évolution. Et je dois souligner le travail incroyable que je croyais irréalisable des États généraux. D'ailleurs, toi aussi, t'étais un peu, t'avais la trouille. Et ce travail a été fait. Et c'est ma première question. Au bout du compte et avec la production du rapport du CCNE extrêmement éclairant, qui d'ailleurs a été le marchepied pour la prise de position du Parlement de Jean-Louis Touraine et de sa commission, et tout le monde le sait, le reconnaît. Au bout de cette aventure, que dit le président du CCNE sur l'organisation des États généraux? Ce qui m'amène à la deuxième au codicile, c'est comment faire à l'avenir? Alors il dit d'abord merci à vous tous, aux membres du CCNE qu'on a fait beaucoup travailler, et puis à l'ensemble des citoyens qui a participé à des degrés divers ou des sociétés savantes. Dans ce contexte un peu de débat public qui existe dans notre pays là depuis quelques mois, ce qui est moi je trouve intéressant, parce que je trouve qu'on a géré ça un an avant, c'est bien sûr beaucoup plus petite échelle, c'est de se dire que c'est un temps important pour entendre la voix de la société. Et que même sur ces sujets difficiles, sur des sujets clivants, il est totalement essentiel qu'on essaie progressivement, et on va pouvoir mieux faire, et je vais être critique sur ce qu'on a fait, mais d'entendre la voix finalement du citoyen. Alors moi je fais de ces états généraux de la bioéthique une sorte de première étape sur un modèle plus général qui est finalement la construction d'une démocratie sanitaire en France. Bon, la première remarque que j'ai à faire, c'est j'étais nuancé, moi, sur le renouvellement de la loi tous les 5 ans ou tous les 7 ans. Maintenant, j'ai évolué, et je pense que c'est vraiment très important qu'on garde cette loi. C'est un temps un peu privilégié sur lequel tout le monde se retrouve, peut discuter, peut entendre les arguments, plus ou moins bien, il y a des limites à tout ça, etc. Mais
les politiques, ils ont bien d'autres choses à faire. Et là, à un temps donné, ils sont obligés de se plonger dans ces questions extrêmement difficiles. Donc ça, il faut le garder. Et d'ailleurs, c'est typiquement français de se dire oui, il faudrait changer, etc. Mais les autres pays, quand on discute, et je suis vraiment beaucoup à l'international pour aller raconter ce qu'on a fait là maintenant, eh bien, nous envient. Nous envient, puisque dans les autres pays, ils ont plutôt une loi sur la génomique, une loi sur l'intelligence artificielle, et où il n'y a pas de vision globale. Le deuxième argument pour conserver une loi tous les 5 ans, probablement, c'est, on voit bien, si on prend sujet par sujet, on peut avoir une série d'idées sur la génomique, les big data, mais ce qui allume, ce qui fait question, ce qui interroge le plus, eh bien, c'est quand on mélange les sujets. Et c'est quand on associe en effet les données des big data aux données du séquençage à haut débit et de ce qui sera éventuellement aussi les nouvelles neurosciences. Et c'est là où on allume le plus ces questions. Et donc, pour poser les questions autour de la bioéthique, c'est bien avec ces sujets transversaux qu'on va toucher les sujets les plus chauds. Enfin, dernier point, il faut laisser à ces États généraux, même s'ils doivent être cadrés d'une certaine façon, avec de grands thèmes, des outils dont aucun n'est le bon outil, mais c'est la conjonction peut-être de ces outils qui arrive à faire percevoir telle ou telle nuance, tel ou tel positionnement. Il faut laisser la place à des questions nouvelles. Et on a finalement, de ces états généraux, moi je retiens 3 choses en transversal. La première, c'est il est sorti une question que nous n'avions pas mis dans les thèmes, qui est la place du citoyen dans le système de soins, où chacun perçoit bien qu'il va y avoir des changements fondamentaux sur cette médecine du futur, avec tout ce qu'on pourrait décliner. Comment ils vont se situer? Quelle va être leur place? Quelle va être la notion du consentement? Quelle va être la place dans la gouvernance même des systèmes de santé? Enfin, il y a de vraies grandes questions que posent nos citoyens autour de ça. Avec, de façon pas accessoire, mais annexe sur ce sujet, un climat de défiance qui commence à s'installer par rapport à la fois aux scientifiques, en raison de toute une série d'événements qui ont pu se produire, mais aussi des médecins, et en particulier sur les liens d'intérêt, qui sont sortis, qui m'ont navré. Moi, ma génération, j'ai été très touché par ça. Parce que vous savez que c'est un modèle qui est aux États-Unis et existe depuis longtemps, et qui là est sorti. Le deuxième grand élément qui est sorti, c'est finalement un certain nombre de valeurs, quand même, partagées, pas par tout le monde, mais partagées, qu'on a appelé éthique à la française, c'est peut-être un peu cocorico, mais pourquoi pas d'ailleurs, enfin, qu'on partage tous autour de la gratuité du don, s'occuper des personnes les plus vulnérables. Enfin, il y a une série de choses, parce que notre modèle social et médical pousse à l'ensemble. Et puis un troisième point qui est, eh bien que, voilà, je crois que c'est une des phrases de Marion qui doit être dans la salle, la bioéthique nécessite plus qu'un débat de 4 mois tous les 5 ans. Et donc c'est la vraie question posée. Ok, on l'a fait, bon, il y a un certain nombre de points forts et de points faibles, mais surtout, il ne faut plus faire ça, et il faudra qu'on fasse autrement la prochaine fois, et que dès que la loi, qui j'espère pourrait sortir à l'automne 2019, eh bien on se mette ensemble avec les horaires pour construire, et tous d'ailleurs, pas que les horaires, les grandes mutuelles, vous, enfin tous, et pour qu'on construise quelque chose de beaucoup plus structuré sur une période de 3 ou 4 ans. Alors, ces matinales ont l'avantage qu'on est en famille et qu'on peut, j'allais dire, interpeller l'un ou l'autre. Vous avez la parole pour poser des questions ou interpeller ou commenter. Oui, bonjour. Donc, Michel Asselman, ici de l'espace régional Grand Est. Donc, on a beaucoup travaillé effectivement avec les espaces régionaux. On a couru à travers la région, etc. On s'est beaucoup donné. Moi, ce qui reste toujours comme question, là, vous l'avez dit, c'est comment tout ça remonte et quelle est l'articulation avec le législateur. C'est un point vraiment cruel, je dirais presque, parce que je comprends le législateur, mais comment fait-on, nous, citoyens, et ça va se poser pour le débat public qui est en train d'être lancé là, comment fait-on finalement pour ne pas décevoir les gens qui ont participé?
si rien ne se passe ou peu de choses se passent dans la loi? Je pose la question, je sais qu'il n'y a pas de réponse, ou il y a peu de réponses, mais je pose la question quand même. Non, c'est évidemment la question. C'est pour ça qu'on peut commencer à tirer des leçons de ces états généraux, mais pas complètement. Parce qu'on pourra en tirer des leçons quand on aura la loi. Je rappelle qu'il y avait vraiment 2 temps séparés, hein, un temps de débat public et un temps d'états généraux, puis un temps qui est plus politique. Et que le CCNE, les horaires, les différents partenaires, on s'est occupé de la première partie qui est bien séparée du temps politique. Sur des critiques qui peuvent être faites en disant aussi le CCNE, avec l'ensemble de ses partenaires, a été un outil du politique pour mener l'ensemble des débats. La réponse est non. Hein, c'est tout simple. Je n'ai eu aucune contrainte de la part des politiques, sauf une, mais de taille, hein, et de date, qui était essayer de terminer les états généraux et votre avis si vous en avez un, vos opinions si vous en avez un, pour l'automne 2018, parce qu'on veut déposer la loi en décembre. Voilà, on était à l'époque dans cette ère macroniste, ou loi sur loi, etc. Bon, là, on est avec un temps d'arrêt de 6, 7 mois, 8 mois, pour les raisons que vous connaissez, qui peut-être d'ailleurs est intéressant aussi, voilà, parce que ça va permettre de re-réfléchir, alors qu'il y a eu un travail de fond qui a été réalisé avant de prendre un certain nombre de décisions. Alors, sur la jonction entre guillemets entre ce qui est remonté des États généraux et ce qui sera dans la loi. C'est une des raisons pour lesquelles le CCNE a souhaité, après hésitation, hein, et après un temps de neutralité du rapport de synthèse, émettre un certain nombre d'opinions. Ce qui n'est pas évident dans le domaine de la bioéthique, vous le savez aussi bien que moi, où finalement l'objet n'est pas forcément d'aller vers une prise de position, mais surtout de savoir écouter et de savoir discuter et de poser le problème. Et on a souhaité quand même, parce que c'est un temps très particulier, celui de la loi, eh bien, émettre une série, sinon de recommandations, en tout cas, voilà, de guides pour les décideurs politiques, et à la fois pour la construction de la loi et ceux qui allaient le voter pour nos députés et nos sénateurs. On a un premier élément de réponse, tu l'as dit, qui est le premier rapport, c'est le premier temps du politique, le rapport de ce groupe parlementaire, mais qui ne vaut pas pour l'ensemble du Parlement, et où quand même on se retrouve beaucoup à partir de ce qui préconise par rapport au rapport du CCNE. Il y a également, indépendamment du CCNE, parce qu'il y a d'autres acteurs très importants comme le Conseil d'État sur les aspects juridiques, même s'ils ont été, avec raison d'ailleurs, s'ils ont élargi un peu. Et on sent bien que quand même, il y a, voilà, je ne dirais pas une série de planètes alignées, mais il y a quand même une ambiance qui fait que on va vers ce que nous, on a appelé au niveau du CCNE, une loi de confiance, essayer d'aller vers une loi de confiance, et non pas vers une loi, comme ont été les dernières lois de bioéthique, on interdit, on interdit, on interdit, on interdit. Ça c'est un changement, si on arrive à ça, c'est un changement de cap, avec aussi les nuances qu'il peut y avoir. Alors maintenant, qu'est-ce qui va être dans la loi? Elle est en train de se construire, pour un dépôt de loi probablement au mois d'avril, et puis ensuite un dépôt. Et là, on est à la merci à la fois de ce qu'il va y avoir dans le dépôt de loi, qui, je pense, va être assez proche des recommandations, mais ensuite du débat parlementaire, et vous le savez, où on peut voir beaucoup de choses changer. Hein, beaucoup de choses changer. Et je n'ai pas la réponse. Et c'est le moment de s'exprimer, et c'est le moment aussi de faire une forme de lobbying intelligent. Alors, moi, j'avais une question sur la partie où on consulte la population. Pour l'espace de réflexion éthique, à l'époque alsacien, mais en fait dans le Grand Est, et en parlant avec des collègues, c'était partout en France, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même certaines catégories de la population qui s'excluaient du débat. Soit, tout simplement, ils ne venaient pas au débat, ou alors quelques-uns venaient, mais n'osaient pas, par exemple, prendre la parole, poser des questions. Donc, alors, pour le dire très clairement, hein, par exemple, la communauté musulmane, nous, on est allé vers elle, et les gens nous ont dit, mais nous, on n'a pas donné notre avis là-dessus, alors qu'ils font bien partie de la République française, et qu'en tant que citoyens, ils peuvent s'exprimer comme d'autres. Voilà, donc comment on arrive à convaincre aussi des personnes qu'ils sont concernés par la bioéthique, et qu'ils peuvent et qu'ils doivent même participer au débat? Alors,
d'abord, il faut tous qu'on soit modestes. Hein. Et c'est à la fois une certaine forme de réussite, les États généraux de 2018, par rapport à ce qui s'était fait avant. Et merci aux Eurer, parce que les débats en région étaient vraiment totalement essentiels, hein, de sortir de ce milieu parisien, de ce milieu d'intellectuels, etc., et d'essayer d'élargir. Hein, c'est vraiment totalement fondamental. Mais, somme toute, c'est 25 000 personnes à peu près, qui ont participé au débat. Peut-être beaucoup plus de monde, on n'insiste pas là-dessus, sur les auditions. Hein. Je donne un exemple, par exemple, quand vous avez le président des mutuelles françaises, avec le vice-président, président lui-même de telle autre grande mutuelle, et qui est auditionné par le CCNE, et il arrive finalement en représentant plusieurs dizaines de millions de mutualistes. Alors, chacun des mutualistes n'a pas été interrogé ad nominem, mais il y a une réflexion au niveau de certaines mutuelles qui font qu'il y a une construction, enfin qu'il y a une dynamique qui est en train de s'établir. Alors, la réponse, elle est assez globale sur la question spécifique que vous portez sur la communauté musulmane, parce qu'on a eu ça, enfin, insuffisamment de présence dans les débats, insuffisamment de présence dans les auditions. Hein, parce que la représentativité, c'est la difficulté à avoir une expression représentative ou non représentative, d'ailleurs, ce n'est pas le problème, mais de s'exprimer par rapport aux autres grands courants de pensée. C'est une réalité. Alors, moi, je n'ai pas la réponse. La réponse, elle est que tout ça s'est fait quand même sur 4 mois, dans un tableau de semi-urgence, enfin bon, qui n'avait pas été travaillé avant. Hein. Voilà, c'est comme ça. Hein. Il n'y avait pas une réflexion de fond avant, il a fallu partir avec ça, et j'ai essayé de vous entraîner dans cette aventure. Bon, et il faut qu'on fasse autrement la prochaine fois. Il faut qu'on se donne les moyens de le préparer en continu, avec un travail spécifique, et ça permettra peut-être d'essayer de réduire ce type d'approche. Est-ce qu'on ne pourrait pas confier très chroniquement aux espaces éthiques qui sont institués par la loi la responsabilité, chacun dans sa région, de faire, non pas des référendums, parce que je sais que ça c'est difficile sur la formule, mais des sortes de consultations populaires qui seraient ouvertes sur telle ou telle question. Je dis ça parce que ça m'a toujours un peu choqué que l'État se mêle de dire ce qui est bien et ce qui est mal. Et suivant un tout petit peu un philosophe qui est décédé, Ruven Ogien, qui avait une espèce de philosophie libérale qui disait « ce qui nuit pas aux autres, pourquoi je l'interdirais ? Au nom de quoi ?» Et moi, je dois dire que j'achète assez facilement ce que disait Ruven Ogien en disant « pourquoi est-ce que l'État se permet d'aller dire aux Français ce qui est bon pour eux, d'autant que ça l'expose 5 ans plus tard à dire « eh ben non, ce qui est bon pour vous, on change », alors que si c'était bottom-up, comme c'est maintenant commun de le dire, confions donc aux espaces éthiques la responsabilité d'interroger dans chaque région, sous une forme qui n'est pas une forme référendaire avec un couperet qui tombe, mais que les espaces régionaux puissent après faire remonter vers la Fédération des espaces éthiques, voilà, sur tel sujet, fin de vie par exemple. La fin de vie me semble un très très bon sujet pour commencer. Peut-on autoriser dans notre pays le fait de hâter la fin d'un individu en l'aidant? Voilà, une question toute simple. Et moi, ça m'intéresserait non pas d'avoir les 25 000 avis qui sont déjà difficiles à colliger, mais d'avoir une espèce de consultation, et on pourrait dire l'année 2019, elle sert sur la fin de vie, l'année 2020, on demande aux espaces éthiques de consulter leur population sur secret médical et intelligence artificielle, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas inventer un système bottom-up dans ce domaine en se servant des structures régionales qui existent? Oui, alors les espaces éthiques régionaux sont des structures, ils pourraient s'exprimer d'ailleurs, mais qui ont été créées pour certains
ou qui avaient déjà des structures de réflexion autour de ça, mais qui ont été créées par la loi à partir de 2011. Donc qui n'existaient pas, ou pratiquement pas, lors de la loi précédente. Donc qui se sont mis en place, qui existent au niveau de chacune des régions, qui, une fois mises en place, sont tombées sur les modifications des régions en France, où il a fallu des restructurations des espaces éthiques au niveau de certaines grandes régions, par exemple Montpellier, Toulouse, enfin d'autres exemples, et qui sont donc des structures, qui sont associées au CHU, financées par la direction de la DHES, la direction des hôpitaux, et qui ont plusieurs missions, dont celle, en effet, à la fois d'avoir une réflexion sur les grands sujets, de l'avoir avec les hospitaliers, mais aussi d'avoir une fonction de discussion avec le citoyen et d'information autour des grandes questions de bioéthique. Et qu'on a mobilisé de la part du CCNE, quand je suis arrivé, il y avait des liens qui existaient mais qui n'étaient pas très étroits. Et là, on s'est beaucoup connus, je dirais, depuis 1 an. Et pour répondre à ta question, c'est exactement ce qu'on veut faire. C'est exactement ce qu'on veut faire. On a une réunion mardi avec l'ensemble des espaces éthiques à Paris, et c'est une des propositions qu'on a déjà évoquées, mais là, on l'a un peu plus conceptualisé, c'est se prendre le temps, se prendre un certain nombre de sujets, pas forcément les mêmes sur l'ensemble des espaces éthiques, on peut imaginer qu'il y ait des regroupements, avoir un an de réflexion, avoir une remontée, avoir éventuellement des comités citoyens au niveau de chacun de ces espaces éthiques qui font remonter ça par rapport à un comité citoyen associé au CCNE. Enfin, on est totalement dans cette démarche bottom-up. C'est vraiment, je pense qu'avec du temps, c'est quelque chose qu'on va pouvoir construire et qui va être intéressant tout en respectant les individualités de chacun des espaces éthiques qui sont variables selon les régions, construits de façon différente et sans aucun lien de hiérarchie avec le CCNE. On est là vraiment dans un montage, entre guillemets, d'une réflexion sur le territoire national et qui permet d'avoir ce type de réflexion. Après, tu avais une deuxième question qui était, est-ce que l'État doit se mêler de tout ça, hein ? Et évidemment, la bioéthique ne s'arrête pas, la réflexion bioéthique ne s'arrête pas au temps de la loi. Hein, elle va se poursuivre, heureusement. Mais la loi permet probablement de cadrer, hein, et elle ne va pas donner l'ensemble des réponses. On sera tous déçus, et ça rejoint la question de tout à l'heure, par des choses qu'on souhaitait voir apparaître dans la loi et qui ne sera pas dans cette loi. Mais ça permet de cadrer à un temps donné. Et le cadre pour un certain nombre de questions, pour un certain nombre de questions difficiles, dans notre modèle français, il est sinon nécessaire, en tout cas peut-être utile. Alors, juste une petite précision et une question. Donc le bottom-up, hein, c'est de nous, hein, nous ici, vers Emmanuel Macron, globalement. Hein, voilà, pour faire très très schématique. Et alors justement, dans ce système bottom-up, donc du bas vers le haut, vous savez qu'on distingue parfois le peuple et la foule. Aujourd'hui, avec les Gilets jaunes, le débat est fréquent et les citations sur Facebook se multiplient. Mais ceci dit, je suppose que dans les États généraux, vous avez eu un problème qu'on rencontre également au Forum européen de bioéthique, c'est-à-dire que ceux qui viennent, ceux qui veulent donner leur avis, bien naturellement, sont les gens les plus concernés et c'est rarement le citoyen représentatif de la population générale qui va lever sa main pour poser une question véhémente en disant voilà ce que je pense. Donc qu'est-ce qu'on peut envisager comme technique ou comme méthode pour améliorer justement cette représentativité des avis qui vont remonter du bas vers le haut? Alors, moi, je pense que, évidemment, je n'ai pas la réponse. Et on se pose tous cette question, et il y aura peut-être des réactions dans la salle autour de ça. Je vous rappelle qu'on a utilisé 4 outils plus un site web, les débats en région, les auditions, et puis le comité citoyen. Qu'a priori, on pourrait dire que pour avoir les avis, entre guillemets, le site web est un très bon outil. Et puis on se rend compte tous du fait que le site web permet à la fois d'informer, d'établir une certaine forme de dialogue, mais permet aussi à des extrêmes d'occuper de façon importante le site web. Donc ça veut dire que aucun des outils n'est le bon outil. Hein. Et moi, je sors de là en disant qu'il faut plusieurs outils, hein, vraiment, qu'on peut même peut-être en inventer encore un autre, et j'en ai un en tête en particulier, et c'est la conjonction de l'ensemble de ces outils qui permet à un temps donné, comme un enfant devant un puzzle, et qui tout d'un coup on lui jette l'ensemble des pièces, et puis il commence à avoir ces pièces qui se mettent
les unes, et puis ils commencent à construire. Et c'est ce qui nous est arrivé un peu dans le rapport de synthèse, où tout d'un coup on se demandait comment ça allait se faire. Ça demande aussi à être très construit quand même. Et le problème du débat et de ces débats très ouverts, c'est qu'il faut à un moment donné les rassembler. Il faut qu'il y ait une main forte qui puisse tenir et qui puisse écrire avec une neutralité qui est très importante. Ça, c'est fondamental, y compris dans le débat actuel. C'est une pas des consignes, mais enfin des messages que je donne en permanence sur ça. Faites attention au moment du rapport de synthèse, comment vous allez le faire. Bon. Après, les États généraux ne représentent pas, il faut bien le dire, un État de la population française. Ils représentent uniquement les gens qui ont participé avec les billets. Néanmoins, par exemple, dans les débats en région, un tiers de jeunes, dans les débats, c'est souvent oublié, mais un tiers de jeunes avec les étudiants, selon des modalités diverses, mais avec des opinions d'ailleurs qui sont évidemment nuancées par rapport et n'oublions pas que dans la réflexion qu'on peut avoir, c'est vraiment quelle vision on a pour demain. Donc pour plutôt avec des vieux monsieur comme moi et des cheveux blancs qui sont en train de réfléchir pour la nouvelle génération. Il faut aussi qu'on s'empare, entre guillemets, que cette nouvelle génération s'empare du débat. Je pense que la moins mauvaise des réponses est de dire il faut du temps. Il faut se laisser du temps. Et donc, on a mené les États généraux parce que, voilà, il fallait le faire. On en tire un certain nombre de leçons. On peut, je pense, tous ensemble dire que finalement, malgré toutes ces limites, malgré toutes les discussions, malgré le fait que les médias n'aient essentiellement parlé de l'ouverture de l'AMP sur les femmes seules et les couples de femmes, il y a d'autres messages qui sont passés aussi. Et puis, on va prendre le temps de construire, sur les 4 ans qui viennent avant la prochaine loi, quelque chose de beaucoup plus mature et beaucoup plus en profondeur. Et il ne faut pas qu'on le rate. Donc, c'est notre responsabilité, avec à la fois les espaces éthiques, vous, l'ensemble des acteurs. C'est le rôle du CCNE de servir de structure neutre et de catalyseur autour de ça. Et puis, je pense aussi avec les grandes mutuelles. Enfin, il y a des idées, voilà, c'est un galop d'essai. Je le considère comme un galop d'essai. Bonjour, Monsieur Delfraissy. Docteur Claudine Grosam, médecin spécialiste et investi depuis de nombreuses années dans le monde associatif au niveau de la réflexion bioéthique. Vous parliez de loi de confiance. Il y a des domaines où les valeurs sont partagées en grande partie. Il y a d'autres domaines, comme le citait Monsieur le professeur Nizan, comme la fin de vie, où il y a une extrême variabilité de convictions, de philosophie religieuse. Pour les uns, par exemple, on va enlever l'hydratation, l'alimentation. Pour les autres, c'est refusé complètement. Au niveau de la dignité, nous avons vu dans le débat hier, qui était passionnant, à quel point la dignité est placée différemment selon les convictions, selon les personnes. Le curseur est très variable. On sait aussi que, par exemple, pour la mort cérébrale, selon les pays, il y a des pays qui demanderont beaucoup plus d'examens complémentaires. Je suis ORL de formation. Il y en a d'autres qui en demandent beaucoup. Il y a comme la France qui en demande un certain nombre, et il y a d'autres pays qui en demandent beaucoup moins. Donc il y a une extrême variabilité. Est-ce que, justement, au niveau de la loi, dans des domaines où les convictions sont multiples, ne serait-il pas, justement, au niveau de la bioéthique, le moment de laisser éclore les libertés de façon à ce que, justement, chaque citoyen puisse, selon ses convictions, pouvoir décider au niveau de la fin de vie. Et je me permettrai de dire que je suis assez choquée qu'à partir parfois de cas individuels qui ne recouvrent absolument pas l'ensemble des personnes, puisque par exemple, vous savez qu'en ORL, les cancers ORL sont particulièrement terribles au niveau de la fin de vie, et on érige certains cas individuels au niveau du lobbying, et je serais choquée que ce lobbying et ces cas individuels feraient pression au niveau de la loi. Voilà ma question.
bon, vous le savez, dans le cadre des États généraux, on avait décidé, après discussion au sein du CCNE, de laisser les deux grands sujets sociétaux qui étaient finalement autour de la procréation, et pas seulement l'ouverture de l'AMP, mais avec les autres sujets qui sont sortis, et puis celui de la fin de vie. Alors que finalement la fin de vie ne relève pas véritablement de la loi de bioéthique. Ça relève évidemment d'une réflexion éthique, mais pas forcément bioéthique au sens innovation technologique. À titre personnel, je ne regrette pas d'avoir fait ça, parce que, alors qu'on avait la possibilité de lancer un grand débat public sans ces deux grandes questions qui sont quand même, qui intéressent nos concitoyens, on aurait eu l'impression de passer à côté de quelque chose d'important, quelle que soit la difficulté qu'il peut y avoir. Je vois néanmoins une différence, où très clairement, sur les aspects de procréation, on a entendu, on a écouté, et sur le sujet autour de l'AMP, pas sur les autres sujets, mais il n'y a pas de vrai consensus. Il y a des opinions qui existent, qui sont... Sur la fin de vie, c'est beaucoup plus nuancé. On est parti de quelque chose de difficile, mais c'est beaucoup plus nuancé, où finalement on arrive à un constat général qu'on a entendu de la part de nos concitoyens, que dans un très grand pays comme la France, les conditions de fin de vie ne sont pas bonnes. Bon, c'est un constat. Voilà. Le deuxième élément, c'est que le nombre de lits de soins palliatifs, ou l'ensemble des moyens qui a pu être donné, ou une insuffisance des soins palliatifs en externe, et enfin, il y a un effort à faire sur la visibilité des soins palliatifs dans la communauté médicale. C'est aussi un point qui est ressorti très fort. Et enfin, qu'on a une loi récente, différente de la loi de bioéthique. C'est pour ça qu'on aurait pu imaginer ne pas discuter de ce problème avec la loi Claes-Leonetti, qui n'est pas bien connue, ni du grand public, ni même des professionnels, et qui donc n'est pas appliquée. Bon, elle est récente, relativement récente, maintenant presque, 2 ans maintenant, plus de 2 ans, mais quand on a démarré, elle n'avait pas tout à fait 2 ans, et qu'il est urgent de s'en emparer. Bon. Et sur ce socle-là, l'idée de ces états généraux et de la réflexion générale de la bioéthique, vous le savez, n'est pas d'arriver du tout à un consensus. Si on y arrive, c'est bien, mais c'est absolument pas. L'important est d'écouter finalement les arguments des uns et des autres. Mais disons que sur ce premier socle, c'est un socle qui est très partagé en France, et partagé par nos concitoyens. Le dernier, qui est du bon sens, mais que je rappelle quand même, c'est que une grande partie des décès en France survient chez des personnes du 4e âge. Ce qui n'exclut pas des décès chez des jeunes et secondaires à des cancers ou à des conditions dramatiques, mais la majorité des décès survient chez les personnes du 4e âge. Ce qui pose aussi la relation entre la fin de vie, au sens la dernière partie de la vie, et la prise en charge dans les structures de type EHPAD, et puis la toute dernière partie de la relation fonctionnelle qu'il peut y avoir entre ces structures et finalement les conditions. Et en gros, pour parler très simple, on a tous en tête la fin de vie d'une petite mamie arrivant aux urgences, rejetée par l'ensemble des services qui dit ce n'est pas notre patiente, rejetée par l'EHPAD qui dit je n'ai pas à m'en occuper, et prise en charge derrière un paravent et dans des conditions difficiles. Et enfin, dernier point, on a assez peu de données sur tout ça. Donc ça a été la prise de position du CCNE, en fait, là-dessus, ce qui n'exclut pas alors la très grande question qu'il y a derrière, et que tu as évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire, finalement, est-ce que notre fin de vie nous appartient au sens de l'autonomie de la réflexion? Nous avons choisi dans l'opinion d'avoir, dans ce débat qu'il y a sur cette loi de bioéthique, la vision individuelle par rapport à une vision collective, là, d'aller vers une vision plus collective sur le sujet. Je ne vous ai pas répondu totalement, je le sais, mais je vous explique la démarche intellectuelle qu'on a eue. Ça me donne une idée sur les lobbies, le problème des lobbies. Très clairement, face aux lobbies sur le visage déformé d'une femme et un événement, il y a eu d'autres lobbies de l'autre côté. Et on pourrait s'attendre à ce que la présence du CCNE, des espaces éthiques, nous mette un tout petit peu à l'abri de ce que la loi de la France fut influencée par ces actions de lobby.
Est-ce que tu as eu l'impression, dans l'écriture du rapport Touraine, alors tu as déjà dit que tu n'as subi aucune pression, mais est-ce que tu as eu l'impression qu'aujourd'hui, la France est sous l'influence des lobbies, comme elle l'est dans le domaine de l'agroalimentaire, où on n'a pas encore réussi à marquer sur les aliments qu'on achète dans les supermarchés les réglettes parce que les industries agroalimentaires s'y opposent avec un lobby efficient. Est-ce que dans le domaine de la bioéthique, tu as le sentiment, si tu avais une baguette magique, est-ce qu'il y a des lobbies dont tu voudrais te débarrasser ? Alors, peut-être parce que tout le monde, le CCNE, c'est 40 personnes. C'est une instance autonome, indépendante, qui tire son autonomie du fait que ses membres, une fois nommés, ne sont pas rémunérés, qui tire son autonomie du fait qu'on peut s'auto-saisir d'un certain nombre de sujets. Et qui tire son autonomie du fait que c'est une instance très multidisciplinaire. Seulement un tiers de médecins et de chercheurs, des philosophes, des juristes, une économiste de la santé, pas de représentation de la société civile en tant que telle, et il y a probablement un effort à faire. On a une représentante d'une grande association, mais on peut faire mieux. Et donc, je dirais que la construction et toute décision est prise, sinon au consensus, et parfois on n'y arrive pas, et il peut y avoir des positions minoritaires, mais est prise à l'intérieur, finalement, de l'ensemble du comité dans son ensemble. Et le président du CCNE n'est là que pour, finalement, mener un peu un orchestre fait de grands musiciens. Bon. Alors, ça donne ça, à la fois une indépendance, et que si certains lobbies voulaient s'exprimer, qu'ils soient d'ordre religieux ou qu'ils soient d'ordre autre, eh bien, il y a une communauté là qui est très sensible et qui réagit et qui y tient. Alors après, pour répondre à ta question, oui, je pense ça c'est plus le médecin qui parle plutôt que le président du CCNE, un patron de médecine en fin de carrière, je dirais comme moi, je n'ai jamais connu autant un risque de business et santé que je le vois maintenant. Bon. Et c'est une des questions dont on va s'emparer au CCNE dans les mois qui viennent, enfin on est déjà parti pour le faire, sur cette relation sous un mode autour de l'accès à l'innovation avec les coûts que ça représente. Mais pourquoi business et santé ? Parce que, et ça va rejoindre ta question autour du lobbying, par exemple, il y a à la fois autour du médicament, mais il y a aussi sur les dispositifs non médicaux qui sont un enjeu majeur, très peu, par exemple, c'est les stents pour la cardiologie, c'est l'utilisation d'un certain nombre de tests génétiques avec une série de compagnies de séquençage qui attendent des décisions éventuellement de la loi en fonction et où il y a du business derrière. Donc ce sont des enjeux très importants. Et le public commence à le percevoir, puisque je vous ai indiqué tout à l'heure que dans la sortie des États généraux, il y avait un message d'alerte qui était de dire attention, les liens d'intérêt entre la communauté médicale et un certain nombre d'industriels. Je vous rappelle également, ça va vous interpeller, que tout le monde considère que les plus forts lobbyistes à Strasbourg ou à Bruxelles sont les industriels de la santé. Je vous rappelle également que quand on rapporte les dividendes versés par les grandes compagnies au chiffre d'affaires, les dividendes versés par des très grandes compagnies comme Sanofi ou comme tous les très grands laboratoires sont plus importants que ceux de l'industrie du luxe, plus importants que Louis Vuitton. Donc ça reste très business et santé. Donc c'est un problème majeur qui a été assez peu abordé finalement dans le cadre des États généraux, parce qu'on ne pouvait pas tout aborder, mais qui fera sûrement l'objet de discussions à des degrés divers, là, dans les 2 ou 3 années qui viennent. En tout cas, nous, c'est un des sujets qu'on prend en charge au CCNE et que je souhaiterais voir partager peut-être avec certains espaces éthiques régionaux. Oui, c'était plutôt des réactions que des questions finalement. Déjà, moi, je peux dire, alors pour les espaces de réflexion éthique, effectivement, on sent la volonté de certains lobbies d'entrer dans le débat et d'influencer les débats. Après, c'est notre mission que d'être attentif à ça. Alors,
de les écouter, parce qu'ils ont le droit de s'exprimer comme d'autres, mais ensuite de faire la part des choses, voilà, entre la volonté d'influencer et celle simplement de participer au débat. Ça, c'est le premier point. Je voulais dire aussi que on en a parlé avant, mais dans cette dynamique de bottom-up, il faut quand même rendre hommage, je trouve, au travail qui a été fait par le CCNE, c'est-à-dire qu'autant il y avait une liberté qui était donnée aux espaces de réflexion éthique dans la méthode pour mettre en place les débats, autant on avait un modèle dans la restitution des débats et dans ce qui avait été entendu, dans la population qui était là. On devait faire attention au nombre, moyenne d'âge, etc., catégories socio-professionnelles qui étaient là. Donc il y avait quand même cette volonté de voir qui était présent dans les débats pour ensuite tenir compte justement de peut-être d'une prédominance de certaines catégories de personnes ou autres. Voilà. Donc ça, c'est quand même un point, je trouve, tout à fait positif sur les états généraux de l'année dernière. Et puis après, ma dernière remarque concerne les jeunes. Effectivement, ça a été dit avant. Je trouve que là, c'est vraiment quelque chose dont il faut se saisir. Les jeunes sont extrêmement intéressés par les questions de bioéthique. On a souvent un a priori en pensant que non, en fait, ils sont à côté de tout ça. Mais au contraire, c'est des questions qui les passionnent. Et je crois que si on peut leur donner la parole sur des questions comme celle-ci, ils en sont heureux et en plus ils ont des idées extrêmement novatrices, très pertinentes. Voilà, donc je pense qu'il faut absolument les écouter. Mais encore une fois, c'est plus une remarque qu'une question. Oui, merci. Oui, tout à fait. Pour aller dans ce sens, en fait, en écoutant depuis tout à l'heure, comme souvent quand on parle d'un sujet de société, on arrive à se dire, au fin de compte, la question, c'est celle de l'éducation. Et alors je réagis parce que Jean-François disait c'est la responsabilité du CCNE, c'est la responsabilité du CCNE. En tant que membre du CCNE, ça me fait toujours peur quand il dit des choses comme ça, parce que je sais que ça veut dire qu'on va avoir encore plus de travail. Mais je salue son caractère de leader qui arrive à nous convaincre que ça vaut le coup d'y aller et on y va volontiers. Mais cependant, c'est aussi une responsabilité politique plus large qui touche à la question de l'éducation, pour rebondir sur ce que disait Hélène. Voilà. Et une éducation, parce qu'une des grandes difficultés du débat, on n'en a pas encore parlé, c'est qu'en fait, pour débattre, il faut déjà savoir de quoi on parle, et savoir de quoi on parle en génomique. Moi, comme je le dis souvent au CCNE, qui est un bac L, croyez-moi, j'ai dû faire quelques révisions. Heureusement que mes fils font de la bio et que ça me fait réviser. Mais du coup, ça, c'est une énorme difficulté, en fait. Et ça va beaucoup plus loin que ça, parce qu'en fait, pour comprendre la génomique, il faut comprendre la probabilité. Et en fait, les enfants d'aujourd'hui qui vont avoir accès à la possibilité de recevoir leur génome, il faudrait qu'ils fassent de la probabilité au CP, en fait. Et pas seulement de la probabilité, mais aussi de la philosophie de probabilité. Parce que quand on vous expose à un risque en termes de probabilité, il y a beaucoup de gens il faut comprendre la philosophie, en fait, de la probabilité. C'est extrêmement... En fait, c'est pas tellement complexe, mais ça demande de revoir quasiment... moi, une de mes grandes questions à l'issue des états généraux et des auditions, c'était de me dire, mais est-ce qu'il ne faut pas revoir tout le programme de l'éducation nationale ? Donc, parce que ces enjeux de bioéthique, en fait, modifient la priorité du savoir. La priorité du savoir, elle est déplacée par les enjeux de bioéthique. Et que, étant convaincu que les questions dont on parle sont des questions qui touchent en fait à l'identité de l'humain, c'est-à-dire ultra sensible et ultra essentiel, je me demande si il faut pas aussi... voilà. Et alors, il y a la question purement du savoir, des connaissances, pour pouvoir entrer un petit peu dans le débat. Et là, je pense qu'on a un peu loupé. On pourrait inventer aussi de faire un glossaire qui soit distribué systématiquement quand même, pour qu'on sache qu'on parle de la même chose quand on rentre dans un débat avec les gens. Et voilà, qu'est-ce qu'ils mettent derrière le mot, derrière ce mot-là, quoi. Donc, je pense qu'il y a un progrès pédagogique à faire, mais il y a une autre pédagogie qui relève de celle de la citoyenneté et de l'éducation aussi. C'est qu'en fait, quand on arrive dans un débat comme ça, il faut à la fois être humble et lucide. Et ça, comment on éduque à une société humble et lucide, c'est-à-dire qui arrive non pas dans une volonté de communication idéologique, ça rejoint un peu la table ronde d'hier, mais qui arrive en capacité de se dire, il se peut que j'entende des choses qui me perturbent et qui me fassent bouger. Et ça, c'est encore un autre niveau d'éducation et qui invite en fait à se poser la question de former en fait. Et c'est vrai qu'Hélène a raison, c'est-à-dire que les jeunes ils sont en appétit dingue par rapport à ça.
Et comment aller au plus jeune âge leur apprendre, moi j'ai fait beaucoup d'ateliers de philo comme ça, c'est incroyable la capacité des enfants à écouter, on peut travailler avec le bâton de parole et ça, plein de, mais c'est quelque chose qui se développe un tout petit peu, mais qu'il faut pousser très loin pour éviter que dans les débats les gens viennent en fait exposer un avis, tout écoute fermée et qu'on soit tous intimement convaincus que être un homme augmenté, c'est être capable d'écoute en fait. C'est être capable de se laisser augmenter par ce que l'autre vient de dire. Et ça demande, voilà, c'est aussi une exigence qui pour le coup, fait partie de notre responsabilité, mais pas seulement quand même, Jean-François. Derrière toi, Marion, il y a une enseignante qui vient de tout un cas d'élèves qui fait le programme de bioéthique. Ils sont où les élèves d'ailleurs aujourd'hui là? On leur a laissé leur liberté, comme on disait. Oui, alors moi, ça rejoignait en fait au début la question, j'ai pas entendu le début, donc ça rejoignait un peu le mode éducatif. Bon, déjà, on a vu à travers l'ensemble des conférences hier sur les mutilations sexuelles, l'éducation des personnes, des femmes. Au niveau de l'autisme, c'était aussi la prise en charge éducative, c'est-à-dire de ne pas mettre uniquement dans des cases, parce que c'est ça le gros problème à mon avis. J'ai failli parler de mon petit-fils qui n'arrivait pas à faire caca au moment où il fallait, donc la maîtresse de première année de maternelle qui a pété les boulons, quoi. Et donc, voilà, tant qu'on n'est pas ouvert justement à l'écoute de l'autre, déjà, ça pose un petit souci. Après, je pense qu'il y a un mode de diffusion qui peut être multicanal, parce que aller à des débats ou même se brancher, c'est pas si évident. Donc, pour moi, il faudrait, en gros, des spots de prévention avant les infos, enfin, voilà, des spots d'information avant les informations, avant les infos. 5 minutes sur un thème qui donne à réfléchir. Donc, télévisuel, les réseaux sociaux. Enfin, je pense qu'il ne faut pas uniquement dédier des endroits, parce que tout le monde n'y viendra pas. Mais amener l'information à l'ensemble des gens, ils l'apprennent pas, mais sinon ils ne seront pas à l'écoute. Voilà. Et je pense que nous, on est un lycée dit catholique, hein, mais moi je suis plutôt laïque. Et donc, par contre, il y a le père Jean-Marie Petitclerc qui dit il faut tout un village pour éduquer un enfant. Il a repris un proverbe africain. Donc ce n'est pas uniquement l'éducation nationale, ce n'est pas uniquement le cadre parental, c'est la ville. Ils sont en contact avec tellement de choses à l'extérieur que pour le tester chaque jour, ce qui est dur à faire, c'est effectivement de lutter contre des idées, des représentations qui sont fausses à l'extérieur et donc il faut amener à corriger, etc. Et ça, c'est vraiment une dépense d'énergie qui est énorme. Voilà. Et juste pour compléter aussi, c'est vrai que dans la qualité d'une remontée bottom-up, ça va dépendre aussi beaucoup de la qualité de l'information auquel le bottom a accès. Donc je pense qu'on est effectivement dans toutes ces... Non, c'est une vraie question. Juste pour répondre très vite. Premièrement, enfin, dans l'information qui peut être donnée aux citoyens, quel que soit l'outil ensuite le débat ou autre chose, ça a aussi un autre point important, hein, c'est que on vit dans un monde avec une série de fausses nouvelles, de fausses informations, et de placer quand même à un temps donné, avec un temps de neutralité, la réalité des choses, sans s'en prendre parti. Et voilà, l'expertise, entre guillemets, ne doit pas être jetée avec l'eau du bain. Hein. Il y a des choses solides sur lesquelles on peut présenter de façon très neutre et les enjeux. Sur le problème de l'éducation, moi j'ai 2 points très vite. Premièrement, un échec total dans les relations avec l'éducation nationale. J'ai eu à beaucoup travailler, je vous l'ai indiqué, avec de liaisons, tout en conservant une position très autonome avec le politique, avec le ministère de la Recherche, avec le ministère de la Santé, avec l'Élysée même. Avec l'éducation nationale, alors qu'on a un ministre de l'éducation nationale qui est une des vedettes, entre guillemets, qui construit le truc, il est dans quelque chose qui est très difficile, hein, et dans une série de propositions qu'on a pu faire, de demandes de rendez-vous, un échec total. Donc là aussi,
Eh ben, au lieu de partir en effet de Paris et de la rue de Grenelle, on va redémarrer ça, et c'est une des propositions qu'on va faire avec les horaires mardi, on va redémarrer à partir des régions. Alors on a déjà une série de débats avec les étudiants, mais si on veut aller sur le fond, eh ben, on va toucher un certain nombre de recteurs, d'expériences dans un certain nombre d'endroits, et on va redémarrer à partir des régions, parce que c'est comme ça finalement que va se construire. Il y a un enjeu par contre majeur à très court terme, là, dans les 2 mois qui viennent. Il y a un changement profond des études médicales qui est en train qui a été annoncé et qui va se faire sur l'absence de concours, enfin des modifications à la fois sur l'entrée et la fin des études médicales, une plateforme commune sur les professions de santé sur les 2 ans là, qui va se mettre en place. Et c'est là, durant ces 2 premières années, qu'on doit pouvoir mettre enfin, eh bien, je dirais, pas forcément de bioéthique, mais en tout cas du temps de réflexion pour nos futurs étudiants, qui n'ont pas. Hein, les écoles infirmières ont une formation sur la bioéthique. La majorité de nos étudiants en médecine, alors que ça va être une de leurs questions majeures, ne l'a pas. Et c'est là, il y a quelque chose à faire. Le CCNE, d'ailleurs, va faire une proposition sur ce sujet-là de formation aux sciences humaines et sociales, ou aux grandes questions de discussion et d'ouverture, là, dans les semaines qui viennent. Je voudrais dire que j'ai proposé aux 20 internes de gynécologie de mon service de venir ce matin. Il n'y en a aucun. Ce n'est pas que ça ne les intéresse pas, mais ils sont en salle d'op et ils sont debout sur le vélo, comme des fous, salle d'accouchement, salle d'opération. Il n'y a plus de temps dans l'éducation médicale pour s'arrêter, mettre les mains sur la table, écouter, réfléchir. C'est-à-dire qu'on a tellement rendu efficientes nos structures qu'il ne reste plus rien, plus de temps. Donc ils avaient envie de venir, il n'y en a aucun qui a pu se libérer. Donc le problème est d'une complexité grave. Et moi, ma proposition ne serait pas d'attendre le moment des études de médecine, ce serait de faire en sorte que l'éducation nationale fût contrainte de l'extérieur, par la population qui les fait vivre, de ce qu'on avait institué à un moment des cours d'éducation civique, et qu'une nouvelle matière apparaisse, qui est l'éthique, puisqu'il y a l'éthique dans l'entreprise, il y a l'éthique dans l'écologie, et que cette nouvelle matière soit non pas facultative, mais que les directeurs d'établissements scolaires soient contraints. Et ça pourrait être une proposition du CCNE qui ne s'adresse pas au ministre de l'Éducation nationale, ça s'adresse à la société, à plus bas. Et d'ailleurs, je ne vois pas les parents dire « Ah non, on veut pas qu'on apprenne à nos enfants à réfléchir ». Alors, il est déjà 9h30, donc je pense qu'on pourrait parler toute la journée avec vous. On a envie de vous épargner aussi un peu parce qu'on a très envie de vous entendre dans cet après-midi. Donc je vais laisser la dernière question. Oui, c'est la dernière question. Je reviens un peu sur mon fonds de commerce, si je puis dire. On parle du bottom, on est tous d'accord. Il faut faire tout ce qu'on a dit, aller vers les jeunes, etc. Mais le up, qu'est-ce qu'on a comme prise? Je reviens là-dessus parce qu'au fond, dans la commission des affaires sociales, qui va être celle qui va beaucoup travailler sur la loi, dans la révision précédente, en 2011, la commission des affaires sociales avait été, je crois qu'on peut dire, envahie par des députés eugénistes. Et le député que je connais qui m'a dit ça, m'a dit on était bloqué par ce lobby finalement qui représente un courant de pensée. Et là, qu'est-ce qu'on a comme moyen, nous, pour savoir ce qui se passe là-dedans? Et je crains qu'on n'ait pas de moyens. C'est-à-dire si la commission des affaires sociales n'est pas transparente et envahie par un lobby, que ce soit d'un bord ou d'un autre, peu importe, tout notre bottom, il passe à la trappe. Moi, j'ai pas la réponse. D'abord, tu parles de 2011, on va être en 2019. Bon. La France évolue, elle a évolué aussi au niveau politique. Hein. Il y a une présidente de la commission des affaires sociales qui, indépendamment des aspects politiques, est quelqu'un d'ouvert, hein, qui perçoit totalement ces problèmes de lobbying possible. Il y a un effort, là, l'ensemble des députés démarrent une série, il y a une proposition qui leur a été faite de série de formations sur 4 grands sujets, autour de la procréation, de la notion de filiation, de la génomique, et c'est là où le lobbying peut un peu jouer.
le CCNE a fait rajouter l'intelligence artificielle, hein, parce que je considérais que c'était un enjeu majeur pour cette loi et pour la discussion. Ils sont formés à cela. Et puis après, bien sûr, il y aura des pressions. Hein, mais il y aura aussi, la vie, comme tu le sais, dans toutes nos communautés, elle est faite de pouvoir et de contre-pouvoir. Voilà. Il faut le savoir, et puis savoir en user. Voilà. Moi, je suis, mais c'est mon tempérament, tu l'as bien compris, je suis confiant et optimiste. Merci. Je vous invite à boire le verre de la bioéthique.